Les discussions du soir. Les discussions du soir, chaque vendredi, l'écrivain Régis Debray interroge les rapports de force internationaux. Je reçois ce soir Bertrand Badi, professeur d'université à Sciences Po, mais pas un professeur comme les autres. Bertrand Badi, bonsoir. Bonsoir Régis Debray. Voilà, je n'ai pas lu votre dernier livre, je le dis tout de suite, Nous ne sommes plus seuls au monde, qui est publié à La Découverte, mais j'ai lu beaucoup d'autres livres de vous, et puis je vous ai toujours lu dans La Croix, où j'aimais beaucoup vos chroniques. Je vais vous dire pourquoi, quoi que vous soyez à Sciences Po, eh bien, je vous trouve d'une originalité extrême. C'est-à-dire que, les auditeurs le savent certainement, mais vous reliez les rapports de puissance, non pas à la puissance des États, mais aux affects, aux souffrances, aux humiliations. Et vous vous décadrez donc par rapport à la tradition que vous appelez westphalienne, c'est-à-dire que vous récusez à la fois le réalisme fondé sur les jeux de puissance entre les États, mais aussi un certain droit de l'hommisme idéaliste, etc. Et donc vous avez une vue, je crois, très très décapante. Vous vous rattachez au solidarisme. Peut-être que je vous interrogerai sur la figure de Bourgeois. Mais première question. Vous nous expliquez dans vos ouvrages que les conflits ont quitté le monde des riches pour celui des pauvres et que sous la guerre et, je dirais, poussant à la guerre, il y a une violence sociale dont, d'après vous, les gouvernements ne tiennent pas assez compte, notamment les gouvernements occidentaux. Que voulez-vous, pouvez-vous un peu développer cette idée? Alors d'abord, c'est un étonnement profond et lointain dans l'histoire de mes travaux et de recherche face à la myopie, à l'aveuglement de nos dirigeants. C'est-à-dire que nos dirigeants ont le regard fixé sur un monde qui n'existe plus, qui était antérieur au temps des communications généralisées, qui était antérieur à la mondialisation, à l'entrée des sociétés africaines, asiatiques dans le monde, dans le jeu international, et ne comprennent pas les mutations fondamentales dont nous sommes d'un certain point de vue les otages, à savoir que l'intersocial l'emporte sur interétatique. Vous parliez de ce temps westphalien qui, nous, occidentaux, a profondément marqué notre culture et marque notre histoire de manière presque indélébile. Ce temps est terminé. Ce temps où il y avait un club d'une dizaine d'États, il faudrait dire d'ailleurs d'une dizaine de princes qui étaient mariés entre eux, qui festoyaient entre eux, qui se connaissaient parfaitement, qui étaient de la même religion, de la même culture, qui parlaient les mêmes langues. Ça durait jusqu'à quand ce club? Eh ben, historiquement. Sous ses formes actualisées, d'un certain point de vue, jusqu'à 1989. Parce que si vous prenez le campisme, comme on dit, de la période de la guerre froide, vous aviez deux blocs, certes idéologiquement contraires, mais qui étaient le produit de la même histoire, qui était la vieille histoire occidentale. Après tout, marxisme et libéralisme sont du même lit. Hein. Et oui, mais enfin, est-ce que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, c'est pas une forme de club aussi? C'est une forme de club, mais c'est justement ce que je dénonce, parce que... Oui, vous le dénoncez, mais ça existe. Ça existe, mais est-ce véritablement le reflet de notre monde tel qu'il est? Vous savez, vous y avez fait très très amicalement allusion en me présentant. Le problème pour moi n'est pas de savoir quelle est la cité idéale. Le problème pour moi, c'est de voir les réalités telles qu'elles existent. Et la première réalité dont on ne parle jamais,
c'est que le système international que nous connaissons aujourd'hui, c'est de tous les systèmes qui se sont succédés dans l'histoire et qu'on peut même encore observer aujourd'hui, le plus inégalitaire. À un niveau d'inégalité insupportable par n'importe quel système. Or, cette inégalité, elle se reflète aujourd'hui dans ce monde de souffrance et d'humiliation qui, effectivement, me fait beaucoup travailler parce que je crois que ces deux caractéristiques, souffrance et humiliation, mènent le monde aujourd'hui. Le monde du club, c'est un monde de puissants qui se connaissent, qui quelquefois se détestent, mais sont intimement complices, connivants, comme j'ai pu l'écrire dans un de mes ouvrages. Le monde tel qu'il est aujourd'hui est un monde dont les acteurs ne se connaissent pas entre eux, ou plutôt ont une représentation inexacte de l'autre. Mais pour une raison simple, c'est que les théories des relations internationales sont le fait des humiliants, pas des humiliés. Absolument. Ils sont, vous l'expliquez bien dans l'un de vos livres, la théorie des relations internationales est née aux États-Unis, en Angleterre, en France aussi. Les Éthiopiens, les Thaïlandais, les Vietnamiens n'ont pas voix au chapitre. Ça explique peut-être cette sorte, liée à l'arrogance traditionnelle de l'Occident, cette sorte d'indifférence, que vous êtes l'un des rares d'ailleurs dans votre monde à vous, enfin le monde très conformiste de Sciences Po, vous êtes l'un des rares à le pointer du doigt. Ça, pourquoi d'ailleurs? D'où vient cet intérêt? J'ai envie de vous demander d'où vous venez, Monsieur Badi. Ah bah je viens un peu du monde des humiliés, c'est peut-être en dévoilant ce demi-secret que l'on avancera dans la compréhension de ce que vous dites, mais je voudrais, Régis, pointer quelque chose qui est fondamental dans ce que vous avez dit, c'est que l'invention des relations internationales comme science est ce que les anciens auraient appelé une malencontre, parce que c'est en quelque sorte l'ivresse de la victoire de 1945 qui a poussé les États-Unis à créer chez eux une science des relations internationales qui s'est mondialisée de fait, en tout cas qui s'est imposée comme la science dominante, et cette ivresse était justifiée. Après tout, ces gens-là nous avaient débarrassés du nazisme en 1945, on ne pouvait que N'oublions saluer. pas l'armée rouge, si vous me permettez. Oui, mais je dirais que les États-Unis ont gagné la paix et la Russie a gagné la guerre. C'est vrai, mais d'un certain point de vue, ça ne déplace pas beaucoup le problème, parce que, je disais tout à l'heure que c'est le même lit d'un certain point de vue, mais surtout ce que je veux dire, c'est que il y a eu malencontre, parce que la fabrication d'une science des relations internationales en 1945 ne pouvait se faire que sur l'apologie de la puissance. C'est la puissance, c'est parce qu'on était les plus forts, c'est parce que nos biceps étaient supérieurs à ceux des totalitaires nazis et fascistes que nous avons gagné. La puissance, en 1945, ça voulait dire quelque chose. Pendant la guerre froide, Régis Debray, pendant la guerre froide, la puissance, elle voulait vraiment dire quelque chose. C'était un langage qui permettait aux deux co-gérants du monde d'échanger et finalement de fabriquer le système international et de l'actualiser. Aujourd'hui, la puissance ne peut plus grand-chose, elle ne mène rien, et ce qui est fondamental, et que justement nos dirigeants ne comprennent pas, c'est que autrefois la guerre se faisait au nom de la puissance, c'était un tournoi, c'était une compétition de puissance, et on regardait comment ces gens, chaque prince regardait comment leurs gens pouvaient se rencontrer dans des combats singuliers, ce que Hobbes appelait d'ailleurs des rapports de gladiateurs lorsqu'il définissait les rapports d'État entre eux. Aujourd'hui, la guerre est faite non pas par les puissants mais par les faibles. Aujourd'hui, c'est la faiblesse qui fait l'agenda international. Aujourd'hui, c'est la souffrance qui fabrique notre actualité internationale. Et vous allez jusqu'à dire que tout le monde dépend de tout le monde aujourd'hui et que le fort peut dépendre du faible. Oui. Et pouvez-vous me donner un exemple ou deux de ce que vous dites là? Alors, avant l'exemple, je vais présenter le modèle. Vous avez une chaîne, vous tenez une chaîne faite de maillons dans vos mains. Vous tirez sur les deux extrémités. La chaîne va résister ou va céder.
qu'est-ce qui va déterminer la résistance de la chaîne? C'est la solidité de ces maillons. Qu'est-ce qui va faire rompre la chaîne? C'est le fait du maillon le plus faible. La mondialisation, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, nous sommes dépendants du maillon le plus faible. Exemple. L'Europe dépend dans son avenir de ces marques de faiblesse que sont l'état terrible, souvent catastrophique de l'économie et de la société de certains de ses membres, la Grèce. La Grèce a quand même fait l'agenda communautaire pendant des années et des années. Les migrants. Les migrants, c'est l'expression des faiblesses de notre monde, des souffrances de notre monde. Et moi, ça me révolte profondément que l'on ne regarde pas comme ça en face la réalité migratoire. Eh bien, c'est eux qui vont décider de la capacité de l'Europe de s'adapter ou de ne pas s'adapter aux défis de la mondialisation. Alors moi, j'aurais un autre exemple à vous proposer, je ne sais pas s'il est le bon, concernant Israël et la question palestinienne. Beaucoup d'amis me disent mais tout dépend des États-Unis dans cette affaire. Notamment, c'est ce qu'Élie Barnavi, l'ancien ambassadeur d'Israël, me disait souvent. Je lui dis, mais tu te trompes, Élie, parce que vous, Israéliens, vous avez barre sur les États-Unis. Pourquoi? Absolument. Parce que votre mythologie est celle des États-Unis. La Bible, le peuple élu, le pionnier, la frontière, vous êtes en amont, métaphysiquement, de l'idéologie américaine, qui est tout de même celle du peuple élu, du nouveau peuple élu, qui est le peuple américain. Et je dirais, en ce sens, vous êtes en position de supériorité. Et je note d'ailleurs qu'effectivement, les Israéliens, je dirais pas qu'ils mènent les États-Unis par le bout du nez, mais le rapport n'est pas simplement de la dépendance qu'on croit. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire ça? Alors, Régis, vous avez fait la réponse du philosophe. Oui. Moi, je ferai la réponse de l'empiriste. Oui. C'est-à-dire que nous sommes entrés, à partir de 1989, dans un nouveau système international où s'en est terminé de l'ascendant du grand frère sur le petit frère. C'est-à-dire que le petit prend une autonomie face à son protecteur d'autrefois qui est fabuleuse, parce que l'autonomie de Monsieur Netanyahou, qui a envoyé dans les cordes Barack Obama lorsque celui-ci lui proposait tout simplement de geler le processus de colonisation israélienne en Palestine, ressemble à cette incapacité que même Maître Poutine a de discipliner ceux qu'il protège. Et c'est la raison pour laquelle, quand on lit l'évolution de la crise syrienne, il faut bien se garder de dire que tout sera négocié entre Washington et Moscou. C'est très vrai ce que vous dites. Et moi, souvent, à propos de Cuba, n'est-ce pas, que j'ai connu il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, je voyais toujours dans la presse l'Union soviétique et les proxies. Et alors, il y avait toujours cette idée, n'est-ce pas, que le Cubain ou le Vietnamien, ce sont des gens qu'on manipule par des ficelles, c'est Moscou qui va... C'est absurde. Parce que souvent, j'ai vu les Cubains mettre les Soviétiques devant le fait accompli. Tout comme les Vietnamiens, d'ailleurs. Tout comme les Vietnamiens. Donc vous avez tout à fait raison. Il y avait cette idée très mécaniste, au fond, qu'il y a un manipulateur et des manipulés. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Maintenant, j'ai envie de vous dire, pour aller dans votre sens, parce que je n'irai pas toujours dans votre sens, Bertrand Wadi. J'espère bien. Pour aller dans votre sens, c'est vrai que les relations internationales ne sont plus d'État à État, mais quand un État, disons, dominant, vient pulvériser ou écraser un État dominé, je pense à l'Irak, à la Libye, etc., naissent ce que vous appelez des sociétés guerrières, c'est-à-dire non pas quelque chose de post-étatique, mais de pré-étatique. Et les sociétés guerrières, vous les définissez très justement comme des sociétés où la guerre est une fin en soi. Ça, je trouve que... Oui, alors donc on est sorti du schéma de Clausewitz. La guerre n'est plus la continuation de la politique. Vous pouvez évoquer ce type de société guerrière
tribale, immaîtrisable, qui est en train de parce naître que ici et là. C'est la tragédie d'aujourd'hui. La tragédie d'aujourd'hui, c'est la prolifération de sociétés guerrières. Vous en avez cité deux. On pourrait jouer à ce triste jeu qui consisterait à en énumérer une vingtaine. Oui, c'est-à-dire le Congo, toute l'Afrique des lacs, l'Afghanistan, le etc. Yémen, la Somalie. D'accord. Ne jouons pas à cela, c'est trop triste d'un certain point de vue. D'accord. Mais pensez quand même qu'un pays comme l'Afghanistan est société guerrière depuis au moins 40 ans. 40 ans, c'est énorme. C'est plus que la vie, la durée moyenne de vie d'un Afghan. C'est à peu près l'équivalent de la durée moyenne de vie d'un Afghan. D'un certain point de vue, la République démocratique du Congo, depuis l'assassinat de Patrice Lumumba, est en guerre incessante. Alors, c'est donc un phénomène qui commence à marquer les souffrances de notre monde. C'est un phénomène qui montre aussi que la guerre s'est inversée, c'est-à-dire, vous disiez Clausewitz, ce n'est plus la continuation de la politique par d'autres moyens, mais j'irais même d'un certain point de vue, c'est l'État qui n'existe plus comme acteur normal du jeu international, et souvent, justement, son agonie, son dépérissement, sa fragmentation, qui fabrique mécaniquement des sociétés guerrières. Parce que ce qu'il y a de plus cynique et de plus révoltant dans la société guerrière, c'est qu'elle arrive à faire, tenez-vous bien, ce que l'État était incapable de faire. Oui. C'est-à-dire produire de l'autorité, protéger, et protéger, y compris au sens social. Ouais. Vous savez, moi, dans tout ce que je vois d'affreux dans notre monde, il y a quelque chose qui l'emporte sur tout le reste, qui est le phénomène des enfants soldats. Les enfants soldats, c'est entre 400 000 et 600 000 personnes. Je dis 400 000 parce que c'est les statistiques de l'UNICEF, mais l'UNICEF considère qu'on est enfant soldat à partir de, en dessous, plus exactement, de 16 ans. Si on met en dessous de 18 ans, on est probablement au-delà de 500 000. Et qu'est-ce que c'est qu'un enfant soldat ? C'est peut-être un individu qui fait le choix rationnel désespéré, c'est-à-dire, que me reste-t-il comme chance de survivre ? Eh bien, peut-être de rejoindre une milice, celle-là même qui me nourrira, me logera, me vêtira et me donnera un semblant d'importance, puisqu'avec une Kalachnikov sur l'épaule, je serai enfin respecté, je serai enfin quelqu'un. Et donc, la société guerrière, alors vous disiez, et là aussi c'est le philosophe qui parle, est pré-étatique, parce que vous pensiez à Hobbes, effectivement, à l'état de nature, ou même à certaines affirmations de Rousseau. Alors, je pense seulement au fait que la tribu précède l'État. D'un certain point de vue. Encore que la tribu suppose une organisation sociale, là où la société guerrière n'a qu'une organisation militaire. Oui, c'est juste, c'est juste. Mais ce que je voudrais dire, parce que si c'était pré-étatique, on se dirait, un bon médecin va nous rétablir une situation étatique. Mais je pense qu'on n'est plus dans le pré-étatique, on est dans le méta-étatique. C'est-à-dire, il n'y a plus d'État, et rien ne permet de penser, contrairement à ce que certains de mes contradicteurs avaient dit, que ce sont des guerres salutaires qui accoucheront nécessairement d'un État nouveau. Après tout, on n'en sait rien. Penser que c'est une crise d'adolescence, que c'est une souffrance passagère pour être grand et qui permettra à l'Afghanistan un jour d'avoir un État weberien ou au Yémen d'avoir un État hobbesien, on n'en sait rien. Oui. Comme j'ai horreur des discours finalistes en histoire, je suis préoccupé par le fait que ces sociétés guerrières, elles sont là pour durer, elles font tout ce qu'il faut pour ça. Regardez notamment ce lien intime qui se construit entre les seigneurs de guerre et les entrepreneurs mafieux. Ça, c'est pour en prendre pour 50 ans ou peut-être pour 100 ans. Vous me confirmez dans mon idée, qui est chez moi un peu une marotte, que le postmoderne sera rempli d'archaïsme. Et c'est-à-dire le retour d'un passé qu'on avait cru dépassé et achevé. Maintenant, Bertrand Badi, je vais tout de même, non pas vous contredire, je ne me permettrai pas devant un grand professeur, mais tout de même... Un professeur, il fait pour ça. C'est un échec dans notre carrière quand nos étudiants ne nous contredisent. Alors, je suis un bon petit étudiant de Bertrand Badi, et je lis dans un très bon livre, Un monde de souffrance, ambivalence de la mondialisation, je lis la phrase suivante, vous parlez de l'Europe.
La diplomatie européenne se distingue par son absence d'imagination, son inconsistance, son effacement devant une idée périmée de l'Occident. J'interromps là la citation parce que je suis d'accord. C'est une remarque de bon sens. Maintenant, et c'est la question que je vous pose, que vous allez trouver une question très westphalienne, très en arrière de la main. Est-ce qu'on peut avoir une diplomatie quand on n'a pas d'armée ? Est-ce qu'on peut avoir une diplomatie quand on n'a pas de service de renseignement ? Quand on n'a même pas de gendarmerie ? Autrement dit, je pense à cette remarque, je ne sais pas si c'était Bismarck ou un autre, comment faire de la musique quand on n'a pas d'instrument de musique ? Alors, j'aime bien cette question parce que c'est quelque chose qui me taraude depuis bien longtemps. Et je vous trouve très aronien, Régis, dans cette la première fois qu'on me dit ça, mais pourquoi mais oui, pas, mais justement, parce que je pas. savais que Moi, ça allait mettre quelques grains de sel dans vos échanges. Moi qui me pensais plutôt sartrien qu'aronien, mais pourquoi pas ? Ce n'est pas déshonorant, en tout cas. Certainement, sinon je ne serais pas permis, je ne l'aurais pas pensé. Mais pourquoi je dis ça ? Rappelez-vous, dans Paix et guerre entre les nations, cette obsession aronienne de distinguer la dialectique du diplomate et du soldat. Oui. Moi, je n'y crois pas. Alors entendons-nous bien. Ouais, il peut y avoir l'une s'articule sur l'autre, peut-être. Eh bien, justement. D'abord, je voudrais dire une chose, c'est que je n'ai jamais prôné la dissolution des armées et le bannissement de l'usage de la force. Vous ne seriez pas ici sinon, puisqu'ici on réfléchit sur l'usage de la force. Mais, je crois que la diplomatie a une logique propre qui est autonome. Voilà, je crois, un point qui m'oppose à Raymond Aron, c'est-à-dire que la diplomatie a une définition qu'on oublie toujours, et cette définition, je la dois au grand politiste britannique, mais qui enseigne aux États-Unis, Paul Sharp, qui dit « La diplomatie, c'est l'art de gérer les séparations ». Alors, gérer les séparations, il y a quantité de façons de le faire. Je suis d'accord avec vous que une façon de gérer les séparations, c'est sinon la force, du moins la menace de l'usage de la force. Mais ça n'épuise pas le sujet, Régis. Ça n'épuise pas le sujet. C'est-à-dire que je dirais même à titre principal, c'est pour ça que je me sens en opposition respectueuse à Raymond Aron, je considère que le principal de la diplomatie doit être indépendant de la force. Vous disiez que c'est une question westphalienne. Oui, c'est une question westphalienne parce que c'est cette idée que lorsqu'il se passe quelque chose de dérangeant, alors autrefois en Europe et maintenant dans le monde, la diplomatie occidentale s'était installée dans l'idée qu'il fallait intervenir. C'est les fameuses interventions. On est d'accord. Donc la critique de l'interventionnisme maniaque et quasi suicidaire et autodestructeur et contre-productif, nous sommes d'accord. Mais on va peut-être écouter un peu de musique, parce que sinon le ton va monter entre nous, Bertrand m'a dit. Pour le faire redescendre, puis-je quand même énumérer les formes de diplomatie qui sont indépendantes de la force ? Vous avez d'abord la négociation. Savez-vous que depuis 1989, on ne sait plus négocier, sauf en matière commerciale. Ça n'a redémarré que grâce à Obama en juillet 2015 avec l'accord sur le nucléaire iranien. Oui, mais je suis d'accord. Le contact, l'échange, l'influence, le multilatéralisme, les régimes internationaux, les conventions internationales. Nous sommes d'accord. Si on ne parle qu'à ses amis, on ne parle pas à grand monde. Voilà. Et donc, il faut réapprendre à parler à ceux qui ne pensent pas comme nous.
Bertrand Badi, cette musique, j'allais dire exotique, orientale, expliquez-nous votre choix. Elle n'est pas exotique pour moi, puisqu'elle elle vient directement de mon père. Mon père était persan. J'aime bien dire persan. Ah oui, c'est la plus vieille civilisation du monde. Et il m'a appris énormément de choses. Il m'a appris que nous n'étions pas seuls au monde, nous les Occidentaux, parce que, vous savez, il est arrivé en France en 1928, et moi je n'ai vécu qu'en France, allant en Iran pour de brèves vacances. Il a participé à la résistance alors qu'il n'était pas français, parce que le nazisme lui semblait insupportable. Il a été décoré de la Légion d'honneur à la Libération par le général de Gaulle. Et on lui a dit le surlendemain, maintenant vous rentrez chez vous parce que vous n'êtes pas français, vous êtes médecin, vous pouvez pas vous installer étant donné que vous n'êtes pas français. Bon, moi ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je comprends. Cette humiliation, je comprends. Et donc. Mais ça vous a fait faire de beaux livres. Peut-être parce que croyez-moi, sa mémoire était fortement présente. Lui qui était humilié en silence, parce qu'il n'a jamais explicité cette humiliation, et il n'y a rien de pire que les humiliations en silence, et surtout lui qui m'a toujours appris l'absolue liberté. Vous savez, c'est un homme qui me disait toujours « ne demande rien ». Et effectivement, il n'avait rien demandé, il avait tout donné. On lui a donné très peu de choses en échange. Mais j'ai choisi ce morceau qui s'appelle Ivresse parce que c'est une musique persane qui dérive de la poésie d'Omar Khayyam, qui est connu en Occident comme l'apologue du vin. Mais vous savez, la poésie persane, il faut savoir l'interpréter. Que veut dire exactement le vin? Que veut dire exactement l'ivresse? C'est autant, dans la sagesse d'Omar Khayyam, l'ivresse de la vérité, l'ivresse de l'absolu que l'on découvre par l'ésotérisme, qui était, comme vous le savez, très fort à cette époque où le soufisme dominait la poésie et la pensée. Et je trouve que l'ivresse de la vérité, Régis Debray, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Parce que moi qui ne consomme pas énormément d'alcool, la seule véritable ivresse que j'ai pu connaître, c'est quand j'avais le sentiment, grâce à un très grand auteur, d'être en face de la vérité. Donc voilà, c'est ça que vous voulez témoigner. Je vous remercie de cet éclairage très personnel. Et quand vous dites les Persans, moi je pense tout de suite... oui, les Persans sont des poètes, des penseurs et des résistants, ou des réfractaires, je ne sais pas comment dire. Oui. C'est la culture que l'Empire romain n'a jamais pu réduire. Absolument. C'était la limite de l'Empire romain. Ils ont essayé de conquérir la Perse. C'est peut-être aussi la limite aujourd'hui de l'Empire américain. Mais attendez, ne rentrons pas dans des considérations de ce genre. Je vais tout de même, vous disiez tout à l'heure, très justement, que nous avions perdu l'habitude et peut-être même le goût ou le devoir de négocier, c'est-à-dire d'entrer en relation avec des gens qui ne pensent pas comme nous ou dont nous estimons qu'ils se conduisent très mal, ce qui est souvent le cas. Mais alors, ça me fait être une petite interrogation. Comment pourrait-on négocier avec Daesh ? Dans ce type de mouvement qui a sa mystique, qui a sa clôture, et qui a par là même son orgueil fou, peut-on dire, puisque au nom d'une révélation surnaturelle, on connaît le bien et on le distingue du mal, nous sommes le mal. Autrement dit, est-ce qu'il y a des cas où on ne peut plus négocier ? Je crois que lorsque une figure hostile entre dans la banalité de votre vie, même si elle vous est insupportable, vous êtes fatalement amené à négocier. Regardez des gangsters sans pitié qui entreraient, par exemple, dans une banque, prendraient en otage des malheureux qui se trouvent dans la banque. Ce que ferait un commando de policiers professionnels de ce genre d'affaires, c'est de négocier avec les truands, quitte ensuite à leur régler leur compte. Mais il y a toujours dans l'intimité de la violence un moment où la négociation fait sens.
Je crois que, de toute manière, la négociation, ce n'est ni la légitimation de l'autre, il faut bien le comprendre, c'est-à-dire ce n'est pas donner raison à l'autre que de négocier avec lui, ça c'est un premier élément, et deuxièmement, la négociation n'est jamais exclusive et surtout exclusive dans le temps d'autres formes de comportement. C'est-à-dire négocier dans un premier temps pour faire usage de la force dans le second, c'est la banalité du jeu social. Vous savez, notre jeu international, c'est un jeu social comme un autre, et dans un jeu social comme un autre, lorsque vous êtes en situation de confrontation à l'autre, vous allez essayer différentes formules. Si la formule de la négociation et la formule pacifique vous permet d'emporter la partie à moindre frais, ce serait quand même assez choquant de ne pas y recourir. Mais derrière tout ça, il y a, et c'est vraiment, je crois, au centre de tous mes travaux, une sorte de refus dans notre histoire occidentale moderne de concevoir l'altérité. Peut-être parce que notre pensée a transité par le siècle des Lumières et par l'illusion universaliste, c'est-à-dire qui a forgé notre conviction que le sage ne peut exister qu'à notre image. Oui, que l'universel c'est nous, quoi. Que l'universel c'est nous, voilà, exactement. Et donc cette négation de l'altérité, c'est quelque chose qui d'abord nous conduit vers la hiérarchisation des cultures, ça on en a déjà parlé, mais qui nous conduit aussi vers autre chose de beaucoup plus dangereux et périlleux, c'est-à-dire le refus de considérer l'autre dans ce qu'il peut apporter de propre, et donc de vouloir résoudre les problèmes de l'autre. C'est extraordinaire. Il se passe quelque chose demain matin en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Eh bien, vous aurez 2 communiqués du gouvernement français. Premier communiqué appelant les partis à la retenue. J'adore cette formule, appeler à la retenue, n'est-ce pas? Ça me fait penser quand j'étais au collège et que j'avais une retenue le samedi. Bon. Et puis, dans un deuxième temps, vous allez avoir un communiqué où l'obscur secrétaire d'État, je ne sais quoi, va dicter la solution en disant, bon, ben voilà, si on veut que la paix revienne en Papouasie-Nouvelle-Guinée, voilà ce qu'il faut faire. C'est exactement comme si vous habitiez dans un immeuble, que vous entendez dans l'appartement d'à côté du vôtre un couple se disputer, n'écoutant alors que votre générosité, vous allez séparer les combattants, ça va très bien, et puis après vous allez décider de leur avenir, ils vont divorcer, etc. Et mon cher Bertrand Badi, je suis très sensible à votre exemple, car j'ai été à Port Moresby. Ah, ben voilà. Je suis un des rares Français. J'aimerais bien y aller d'ailleurs. Qui connaît la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et figurez-vous que j'y suis allé là-bas pour leur expliquer ce qui se passait à Mururoa et dans quelle optique il y avait encore des essais nucléaires souterrains. Mais je les ai écoutés et je me suis gardé de leur suggérer quelque conduite que ce soit. D'ailleurs, quand vous parliez, alors autre souvenir personnel, quand vous parliez de l'importance de négocier avec l'autre, vous savez à quoi j'ai pensé? J'ai pensé à Willy Brandt, à son os politique, qui a été condamné en France. On dit, oh, il parle avec le diable, c'est épouvantable. Ça veut dire qu'il est finlandisé, n'est-ce pas? C'était l'expression qu'on utilisait. Et c'était très intelligent de la part de Willy Brandt. Ça a permis cette réunification en douceur, finalement. Mais les stratégies sont toujours paradoxales. Et c'est ça ce qu'il y a de... négocier avec quelqu'un n'est pas se rendre avec armes et bagages à cette personne. Au contraire, c'est une façon peut-être de l'influencer, de le conduire. Et aujourd'hui, on a beaucoup de mal à faire admettre, oui, que François Ier s'est allié avec le Grand Turc au moment même où il massacrait les Hongrois. Oui, donc, tout en lui imposant les capitulations. Oui, n'oublions jamais les alliances asymétriques et inégalitaires, c'est aussi l'un des germes des humiliations. Oui, d'accord. Bah, avouez que c'était tout de même intéressant pour un roi catholique que de s'allier avec le diable, pour ainsi dire, pour faire pièce aux protestants. Mais enfin, revenons à aujourd'hui. Vous avez un mot que j'aime beaucoup, à la fin de votre, je crois, un monde de souffrance.
les questions internationales ont rarement réussi à la gauche. Je suis également convaincu de cela, peut-être pas pour les mêmes raisons que vous. Parce que pour moi, la gauche ne peut pas envisager la question de la force et ne peut pas se résoudre à l'idée que ce n'est pas le droit qui, je dirais, dirige le monde, mais ce sont des rapports de force et que la gauche est complètement amputée par un certain idéalisme kantien à affronter cela. Mais vous, je pense que vous le dites pour une autre raison. Nous faisons le même constat. J'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi la gauche a tant de mal à avoir une politique étrangère autre que le ralliement au consensus atlantiste aujourd'hui, mais ça peut être un autre, etc. C'est très vrai, moi je le sens, enfin en tant qu'homme de gauche, quand je m'occupe de relations internationales, je deviens un peu de droite, si vous voulez. Mais vous, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? D'abord, je veux dire par là un constat empirique sur notre histoire française. C'est-à-dire que la gauche, quand elle était au pouvoir, n'a jamais vraiment brillé par l'invention d'une politique étrangère. La SFIO, lorsqu'elle se mêlait de gouvernement sous la 4e République, a lancé l'expédition de Suez, a complètement raté, passé complètement à côté les impératifs de la décolonisation et de la découverte du Sud. La guerre d'Algérie. La guerre d'Algérie, bien entendu. Notre politique étrangère a été construite par un homme que je considère pas comme un homme de droite, mais qui n'est pas non plus de la famille traditionnelle de la gauche, qui est le général de Gaulle. Je suis content de vous le voir nommer, de vous l'entendre nommer, parce que vous en parlez très peu dans vos livres. Vous en parlez très peu dans vos livres. Lisez le dernier, vous verrez que vous n'aurez pas exactement le même sentiment. C'est le général de Gaulle qui a donné une politique étrangère à la France, que les choses soient claires. Ouais. Et qu'il l'a fait d'ailleurs à partir d'une intuition qu'il a été, je crois, le premier à avoir. C'est-à-dire que dès la fin des années 50 et le début des années 60, le général de Gaulle avait compris que le clivage durable de notre monde n'était pas Est-Ouest, mais serait Nord-Sud. D'où, effectivement, cette ardeur qu'il a mise à se réconcilier avec le Sud. Je dis se réconcilier parce qu'il fallait hâter la décolonisation, mais penser quand même ce qu'on appelle la politique arabe, à l'actualisation de celle-ci en 1967. À la guerre du Vietnam à laquelle il s'oppose. À la guerre du Vietnam, au discours de Phnom Penh, à la reconnaissance de la Chine. Et puis quand même, ce vieillard qui avait à l'époque 74 ans, 10 semaines en Amérique latine en août 1964, où il a visité chacun des pays d'Amérique du Sud. Au préalable, il avait y compris le Paraguay et la Bolivie. Exactement, que vous connaissez bien. Et tout ceci, c'est quand même est sorti des tripes d'un homme qui est très difficile de classer sur l'échelle de gauche. Moi, je pense qu'il avait des côtés fortement de gauche, mais ce n'était pas un homme de gauche. Nous sommes d'accord. Et quand François Mitterrand est arrivé au pouvoir, lui, François Mitterrand, qui en tous les cas en 1981, ce n'était pas forcément vrai avant, était un homme de gauche, eh bien, il a repris l'essentiel de la politique internationale de gauche. Pendant un certain temps. Oui. Il n'y a pas eu véritablement d'innovation, ce qui, quand même, il faut être reconnaissant à François Mitterrand d'un certain nombre de clairvoyances que Roland Dumas me rappelait encore récemment, notamment son scepticisme lorsque Georges Bush père a voulu étendre l'OTAN au Japon. Exactement, et ne serait-ce même que de maintenir l'OTAN. Ouais. Et Roland Dumas, dans le livre que j'ai fait avec lui et Gaïs Minassian, rappelait cette phrase quand même très prémonitoire de François Mitterrand disant à George Bush, mais vous voulez en quelque sorte retourner à la Sainte Alliance. C'est-à-dire à partir du moment où il y avait plus le camp soviétique en face, ça ressemblait effectivement à la Sainte Alliance constituée en 1814, lorsqu'il n'y avait plus d'ennemis en face, mais simplement une sorte de messianisme très traditionnaliste et légitimiste. Et sur la question palestinienne, il a maintenu, je trouve, une certaine rectitude. Enfin, ce qui n'a pas été le cas de ceux qui, se réclamant de la gauche, sont arrivés ensuite au pouvoir. Oui. Enfin... oui. Non mais vous avez raison. Totalement. Oui, non mais quelle gauche. Enfin, je pense que point d'interrogation, point d'exclamation. Ce n'est plus la gauche. Mais donc il y a déjà un constat empirique sur les raisons de cela. Moi, je suis pas forcément en désaccord avec vous. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a un dérapage, mais qui, à mon avis,
est un dérapage au sens propre du terme, dans une certaine gauche qui considère que l'impératif de réaliser un certain nombre de valeurs prime sur l'analyse froide des réalités sociales mondiales. Et je crois que ceci est d'autant plus inquiétant que les néoconservateurs viennent de cette gauche-là. Monsieur Wolfowitz venait de cette gauche-là, c'est-à-dire ce que j'appelle la gauche messianique, celle qui considère que son rôle est d'imposer partout la liberté. On retrouve le mythe de la caverne de Platon, d'un certain point de vue, à des prix énormes et surtout au prix d'un mépris absolument extraordinaire. Et ça, vous le retrouvez dans des micro-politiques sur le voile, sur le burkini, sur tout un tas de choses de la même nature, où on veut faire la leçon à tout le monde. Moi, je crois pas que l'ADN de la gauche telle que je la comprends, soit de faire la leçon aux autres, justement. Et du coup, effectivement, nous sommes orphelins d'une politique étrangère de gauche. Pensez que, dans le cadre français, celle-ci n'a jamais été théorisée. Vous avez très rapidement fait allusion à Léon Bourgeois, qui était en son temps plutôt un homme de gauche, qui avait lui aussi une prémonition de ce que pourrait être le nouvel ordre international. Mais depuis, je n'ai jamais vu un traité de gauche en France sur l'international et sur la politique étrangère. Ça nous manque cruellement. J'aimerais finir sur un vœu, mon cher Bertrand Badi, en forme de question. Quand est-ce qu'à Sciences Po, on réfléchira sur le monde tel qu'il est, et non pas tel qu'on aimerait qu'il soit vu de Washington ? Eh ben, Régis, c'est ce que je fais le lundi à 14h45 en amphiboutmie devant 500 étudiants de deuxième année. Mais ce que vous dites dépasse de beaucoup Sciences Po qui a ses faiblesses, et hélas, on le voit peut-être à travers les produits qui nous gouvernent et qui sont sortis de la rue Saint-Guillaume. Mais c'est ça qu'on ne sait pas faire, et il n'y a pas qu'à Sciences Po qu'on manque de le faire, c'est-à-dire regarder le monde tel qu'il est, qui est fait de plus en plus de densité sociale que de choix politiques. Et c'est ces densités sociales, avec tout ce qu'elles ont, il faut bien le dire, avoir le courage de le dire, de charges violentes, de meurtrissures, de ressentiments, d'humiliation, qui fait la violence d'aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut corriger. Merci Bertrand Badi. Désintoxiquons-nous en lisant Bertrand Badi. Je vous remercie. Merci.